Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salesvie. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Brian Bois, qui est cofondateur de Evolnet. Comment vas-tu? Bah écoute, très bien, et toi? Je vais très bien, merci, merci. On va parler aujourd'hui de prospection. Mais peut-être avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu ton parcours et nous dire comment tu en es arrivé jusqu'ici aujourd'hui et à créer donc l'agence Evolnet. Bah, en effet, bon, comme tu l'as décrit, bah, cofondateur de l'agence Evolnet. Alors, moi, tout simplement, pourquoi une agence d'acquisition et d'accompagnement sur la stratégie commerciale? Bah, c'est parce que moi-même, j'ai été commercial dans mes années précédentes, mais que ce soit dans mes études ou mes différentes expériences. J'ai travaillé principalement dans des groupes, notamment des groupes de transport internationaux comme Schenker, Kuehne+Nagel, avec un petit tour aussi dans une filiale de Veolia. Donc, toujours sur les mêmes missions, hein. Mettre en place des plans d'acquisition, des stratégies commerciales avec des objectifs. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte avec mon associé qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient des objectifs, mais qui n'avaient pas forcément de stratégie commerciale vraiment très bien établie, que ce soit trimestriellement ou semestriellement, et surtout qui n'avaient pas digitalisé leur prospection. Donc, ils restaient sur des méthodes un peu traditionnelles. Et du coup, aujourd'hui, notre but, c'est de leur montrer comment ils peuvent augmenter leurs opportunités grâce à cette digitalisation de la prospection et en ayant des plans d'action vraiment définis et en corrélation avec leurs objectifs. Parfait. Donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc merci pour cette présentation. Donc la première question que je vais te poser aujourd'hui par rapport à la prospection, c'est quel est, ou plutôt quels sont selon toi les piliers les plus importants donc à prendre en considération pour avoir une bonne campagne de prospection. Ouais. Bah, pour moi, les piliers, bah, un des piliers fondamentaux, ça va être l'objectif. Parce que voilà, toute campagne de prospection n'a pas le même objectif. La première chose, ça va être ça. Aujourd'hui, je vais faire une campagne de prospection. Quel va être son objectif? Est-ce que ça va être de booker directement un rendez-vous, de vendre directement par mail, bon, ce qui n'est pas du tout conseillé dans la Ouais. prospection, ou juste essayer d'augmenter la notoriété ou de promouvoir un produit, enfin, voilà, c'est vraiment quel est l'objectif de ma campagne de prospection. C'est la première chose parce que c'est ce qui va définir après la stratégie qu'on va mettre dans cette campagne de prospection. Moi, dans les piliers à prendre en compte, je dirais directement, c'est qu'on ne vend pas en prospection. Le but, pour moi, aujourd'hui, c'est de générer des rendez-vous. Et pour générer ces rendez-vous, il faut engager un début de conversation. Donc, on essaie de créer une conversation parce que dans le commerce, il faut prendre quelque chose en considération. C'est que même s'il y a eu de la digitalisation, bah, le commerce reste quand même de la relation humaine. C'est comme ça, en général, qu'on arrive à vendre parce pour qu'un prospect achète, il faut qu'il ait confiance en notre entreprise, notre produit, mais surtout en nous. Et donc, il y a de l'humain par travers ça. Et donc du coup, ça va être qui je vais contacter. Ça va être l'un des fondamentaux. Donc un petit peu l'ICP. Mais en résumé, c'est de savoir qui je vais contacter pour pouvoir vendre ou qui va pouvoir me mettre en relation avec le décideur. Pas forcément que le décideur, mais surtout le décideur. Et surtout, où je vais trouver ces différentes personnes. Est-ce qu'elles vont être présentes sur LinkedIn, par mail ou plutôt par phoning. Si forcément je prospecte des artisans, ils risquent d'être très peu présents sur LinkedIn. A contrario, des postes de bureau vont être beaucoup présents sur LinkedIn. Ça, bien évidemment, c'est après avoir défini quelle entreprise je prospecte, donc le secteur d'activité, la typologie, la taille. Ça dépend vraiment des business de chacun. Mais vraiment, en fait, construire sa prospection sur ces piliers-là, c'est-à-dire euh, à quel type d'entreprise je vais m'adresser, qui est l'interlocuteur privilégié que je dois avoir dans ces entreprises et surtout quel objectif j'ai lorsque je contacte cette personne. Euh, Merci beaucoup. Donc ici, on va, par extension, donc on va un petit peu rentrer dans chaque détail enfin, dans le détail de chaque pilier. Donc, encore selon toi, de comment bien définir et structurer ces personas, donc avant de Super. commencer Ouais. déjà à le C'est ça. contacter. Comment définir, c'est comment définir son audience un petit peu. Ça va être sur différents critères. Ça va vraiment dépendre du produit ou du service que l'on vend, mais de manière générale, ça va être de définir le secteur d'activité concerné par notre produit ou notre service. Ça peut être un secteur d'activité particulier. Ça peut être aussi par rapport à la taille de l'entreprise. Ça peut être de manière géographique. Ça va vraiment en fait dépendre de notre cible. Maintenant, quand on rentre vraiment dans le persona, c'est de aussi comprendre quel est le problème ou les problèmes de cette audience. C'est-à-dire aujourd'hui, mon produit va répondre à quelle problématique ou à quelle situation que l'entreprise doit résoudre. À partir de là, on va pouvoir aussi définir qui dans l'entreprise justement est là pour pouvoir être le plus attentif à ce problème à résoudre. Donc aujourd'hui, si j'adresse un produit à destination des DRH, je ne vais pas aller solliciter le directeur logistique parce que
ils sont directement opposés dans leur service et dans leur quotidien au sein de l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on aura défini la solution qu'on apporte au problème qu'on aura détecté plus tôt, ça va être aussi de voir quel est l'élément déclencheur dans les entreprises. Alors, l'élément déclencheur dans une entreprise, ça va être par exemple dans le cadre de notre entreprise, donc Evonet, une entreprise qui vient de faire une levée de fonds. En général, c'est-à-dire qu'elle souhaite se développer, qu'elle souhaite mettre en place une stratégie, qu'elle souhaite vraiment étendre sa prospection commerciale, ou ça va être justement le changement de poste. L'arrivée récente d'un directeur commercial qui va être là pour pouvoir justement dynamiser l'équipe ou mettre en place des nouvelles stratégies. Donc c'est ces petits éléments déclencheurs qu'on va aller chercher. Et tout ça, au fur et à mesure, va nous permettre de nous dire, eh ben en fait, c'est telle personne exactement que je dois contacter. Aujourd'hui, ça va être soit le décisionnaire, soit le décideur, comme je l'ai dit précédemment. Donc, soit une personne qui va directement pouvoir prendre la décision, aujourd'hui, de pouvoir acheter ou prendre notre produit ou notre accompagnement, ou ça va être tout simplement une personne qui va pouvoir porter le message au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, quelqu'un qui fait partie d'un service de l'entreprise, un commercial, peut très bien porter les problématiques que vit le service commercial au directeur commercial, qui va lui permettre de prendre conscience des problématiques que vivent ses équipes et du coup être plus attentif à notre offre, par exemple, une fois qu'on aura rendez-vous avec eux. Ce qu'on peut faire parfois aussi pour comprendre son audience, nous c'est ce qu'on a fait au départ, c'est de faire une campagne où on ne vend rien. Justement, l'objectif de la campagne, ce n'était pas de vendre, mais c'était plutôt de faire une campagne pour comprendre son audience. C'est-à-dire poser des questions ouvertes pour avoir le retour d'expertise de ces personnes qui nous disent écoutez, moi par rapport à ce que vous me dites, moi dans mon service ou dans ma vie professionnelle, j'ai vécu telle problématique auquel aujourd'hui je n'ai pas de solution. Et ça nous permet au fur et à mesure de comprendre notre vrai persona c'est celui-ci et surtout notre vraie problématique à résoudre, c'est celle-ci pour ce persona. Ouais. Et une fois qu'on a le persona, en termes de copywriting, donc quand on a envie d'envoyer un mail, il y a plusieurs frameworks qui tournent sur Ouais. Internet. Chacun voilà, dit ce qu'il dit, donc sur sa framework à lui. Mais toi, personnellement, dans ton agence, est-ce que tu as une certaine structure que tu suis pour écrire un bon mail? Alors, pour y répondre, je vais passer par comme le début, comment on a commencé. Au début, les frameworks nous ont aidés. C'est-à-dire aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, il fallait quand même structurer notre approche. Au fur et à mesure du temps et de la pratique, on a arrêté d'utiliser des frameworks. Donc, on les connaît, Pastor, AIDA, etc. Mais en fait, aujourd'hui, on a plutôt des prérogatives. Si je devais donner des conseils qui pourraient fonctionner, je dirais, dans la majorité des cas, ça va être de surtout éviter certaines erreurs. Alors nous, on n'a pas de technique particulière, mais surtout, moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire non. Euh, Notre génération est soumise vraiment aujourd'hui à beaucoup de sollicitations, que ce soit en tant que particulier ou professionnel. On a du contenu tous les jours devant les yeux, des pubs tous les jours. Notre temps d'attention, il a vraiment été très réduit et on fait tout de suite et très rapidement, on prend tout de suite et très rapidement une décision si on continue ou pas à regarder ou lire ce qu'on a devant les yeux. Donc aujourd'hui, si vous avez plusieurs idées, ne faites pas un bloc dans un message ou un mail, mais répartissez ça sur plusieurs séquences où il y aura à chaque fois de la valeur qui sera ajoutée parce que justement, comme vous avez plusieurs idées, ça va permettre d'étendre votre séquence de prospection en ajoutant de la valeur à chaque fois. Euh, troisième chose que je dirais, erreur, éviter les évidences. Quand je parle d'évidence, ça va être par exemple, en tant que responsable qualité dans l'industrie pharmaceutique, vous devez sûrement être sensible au sujet lié à la qualité de vos produits. Ben ça, c'est évident, on le sait, c'est sûr et Ouais. certain que la personne est concernée. Ouais. Ça va pas ajouter un plus dans notre message. Éviter aussi, par exemple, les déclarations personnelles de type avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de XY, je suis aujourd'hui, je mets à disposition aujourd'hui mes compétences, mes qualités pour accompagner des entreprises comme les vôtres, etc. C'est pas des choses qui vont rendre aujourd'hui le mail plus ou le message plus convaincant. Parce que le but aujourd'hui, c'est d'engager une conversation vraiment dans les séquences de prospection qui va ensuite amener vers le rendez-vous. Donc, il ne faut pas chercher à closer directement. Et c'est pour ça qu'en fait, pour engager la conversation, un autre tip, ce que je dirais qu'il faut garder en tête, c'est d'attiser la curiosité. Véritablement, attiser la curiosité, c'est ce qui va permettre de déclencher une action du prospect en face. Et pour déclencher une action, là, on en vient à un des fondamentaux, le CTA, le call to action. Vraiment essayer de faire une question visée ou une action claire à mener pour le prospect ou un feedback, par exemple, si lors de la séquence de prospection, à un moment, vous lui avez envoyé un e-book ou une vidéo sur un certain sujet, lui poser une question précise où il n'a pas besoin, en fait, de réfléchir sur, il m'a envoyé un message, mais qu'est-ce que je dois faire de ce message? Non, en fait, la fin du message m'indique clairement que si j'ai envie de continuer, je dois faire ça, ou plutôt je dois me renseigner sur ci, ou je dois répondre de telle manière. Et là, ça permet au prospect d'avoir le moins possible à réfléchir et surtout créer le moins de friction. Et de manière générale, je dirais que dans un message de prospection, se poser tout simplement une question assez bête. Si j'enlève cette phrase de mon message, est-ce que
mon message perd son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que si j'enlève cette phrase de mon message de prospection, mon message n'est plus aussi pertinent ou en fait, tout simplement, ben, je garde le même sens mon message garde le même sens et surtout, il est toujours aussi pertinent. Et c'est pour ça que je te disais un petit peu plus haut, par exemple, garder une phrase du type, en tant que responsable de l'industrie nani, vous êtes sensible à ça. Si demain je l'enlève, est-ce que ça change vraiment mon message? Je pense pas. Ouais. Merci beaucoup. Et aussi en termes de, maintenant on va peut-être passer un petit peu à une partie un peu plus technique. Mmh. C'est que voilà, maintenant on a nos personas, on a le message, etc. Euh, on automatise l'envoi des mails. Est-ce que tu as toi, pour faire une bonne machine de vente efficace, est-ce qu'il faut se limiter à deux, trois outils ou à contrario, peut-être en avoir plusieurs en même temps qui travaillent ensemble? Euh, Quelle est toi, ta stratégie ou ta philosophie par rapport à ça? Bah alors nous, on a testé plusieurs outils, forcément au fur et à mesure de notre organisation, on en a sélectionné, puis on en a choisi d'autres. Ça dépend vraiment aussi de comment on structure son entreprise. Là, je parle en tant qu'agence, mais demain, un service commercial dans une industrie ou dans un service bien précis. Pour moi, il faut tout simplement tester. Et nous, les tests ont fait qu'aujourd'hui, on utilise des outils où tout est assez transparent. Pour notre base de données, nous, on utilise Faro. Ouais. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir coupler plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois avec forcément enfin, la segmentation dans notre base de données, mais aussi l'enrichissement qui est pertinent via Drop Contact et aussi maintenant depuis assez récemment Casper. Garder aussi hein, bien sûr en tête ce côté RGPD qui est important, qu'il faut pas mettre de côté. Donc dans un premier temps pour moi ça va être la base de données, c'est la base, c'est celle qui va nous permettre aujourd'hui de vraiment pouvoir avoir un ciblage fin et de qualité. Et ce ciblage fin et de qualité va directement pouvoir nous permettre d'imaginer et d'avoir aussi un copywriting assez précis. Plus ta segmentation est large et moins ton message va parler parce qu'il sera trop générique, parce que justement ta segmentation est elle-même trop générique. On couple ça par contre sur notre enrichissement, donc le fait de devoir trouver un moyen de contact avec les décideurs, avec Better Contact. Donc ça c'est un deuxième outil qu'on utilise à côté pour pouvoir voilà aller un petit peu plus loin dans l'enrichissement. En outil nous de prospection, donc comme tu le disais, bah, l'automatisation. Nous on utilise deux outils. Pareil, le but c'est pas de mettre ses œufs dans le même panier, mais de pouvoir justement tester. C'est entre Scaly donc et Lemlist. Donc Scaly qui est une plateforme française gérée par Alice Moldy. Bon, Lemlist, je pense que j'ai pas besoin de faire la description. Mais bien sûr, tout ça ne sert à rien si on n'a pas de CRM derrière pour suivre justement l'avancée de cette prospection. Et donc nous, comme CRM, aujourd'hui, on utilise Pipedrive. Donc pour moi, il y a plusieurs choses qui peuvent être prises en compte. Il y a un tas d'outils qui existent, mais les outils de base, pour moi, c'est un outil qui va pouvoir nous permettre de créer la base de données, qui va nous permettre de faire l'enrichissement, donc le moyen de contact, qui va nous permettre ensuite de personnaliser les approches, donc à travers Scaly et les listes, et puis de suivre tout ça justement grâce à un CRM, et dans notre cas, Pipedrive. On va revenir un peu plus tard sur la question du CRM, mais maintenant juste la question logique qui suit un petit peu la partie automatisation, Bon. c'est l'exploitation du multicanal pour améliorer donc ses, ses performances commerciales, donc surtout par rapport à cette campagne. Est-ce que tu utilises toi, du multicanal dans ta prospection, même dans ton accompagnement? Est-ce que tu as vu des tendances où quand tu mixais deux types de prospection, deux types de plateformes en même temps, ça te permet d'avoir plus de résultats? Bien sûr. Bah, la prospection multicanal, bien sûr, c'est vraiment un moyen de pouvoir optimiser sa prospection. Maintenant, nous, on travaille vraiment avec, ça c'est la petite aparté, avec des entreprises de tout secteur d'activité, euh, enfin des secteurs d'activité différents. Donc vraiment, on a eu l'occasion de pouvoir voir que la prospection multicanal ne fonctionne pas sur tous les secteurs d'activité. Ouais. Euh, Aujourd'hui, le multicanal, il va être pertinent justement grâce au travail qu'on va faire en amont lorsqu'on va réfléchir sur son persona et qu'on va définir, ben, aujourd'hui justement, ma cible est présente à la fois sur LinkedIn, par mail ou par téléphone ou par courrier. Ça nous est arrivé. Et donc le but, ça va être justement, grâce au travail en amont, de définir sur quel canal d'acquisition je vais me placer. Ensuite, une fois qu'on a défini ces canaux où sont présents les prospects, ça peut être de l'omnicanal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, on a fait de la prospection, par exemple, petit aparté sur un client qui souhaitait contacter des mairies. En fait, on s'est rendu compte que les maires ne sont pas forcément sur leur adresse mail très souvent, donc c'est pas pertinent. Qu'ils ont des comptes LinkedIn, mais c'est un peu pareil, ils sont de manière un peu aléatoire. Et ben, pour être honnête, on a testé le courrier personnalisé et ça nous a drastiquement augmenté les résultats pour ce client. Donc parfois, l'omnicanal peut fonctionner, même si le multicanal peut être quelque chose de pertinent. Et dans le cas où les cibles sont présentes à la fois par mail et sur LinkedIn, ben, il est judicieux de prendre aussi en considération les éléments clés de différenciation de prospection entre LinkedIn et le mail.
le format LinkedIn est un format messagerie. LinkedIn reste quand même un réseau social, donc il y a moyen de prospecter de manière beaucoup plus informelle sur LinkedIn, en interagissant avec les posts des personnes, en commentant aussi, en envoyant des publications qui peuvent leur permettre de avoir de l'amélioration sur leur service ou leurs produits, tandis que par mail, ça reste quand même un outil de travail des personnes la plupart du temps. Et donc, ils reçoivent des sollicitations de différents services, de fournisseurs extérieurs, et donc ils auront beaucoup moins de temps à accorder par mail que sur LinkedIn, où c'est un moyen parfois où ils sont juste là pour un petit peu suivre leur actualité et que ça reste un réseau social. Donc moi, je dirais juste pour le multicanal, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je fais du multicanal uniquement pour me dire je les touche de partout, mais ça, on peut risquer d'être dans le spam, on peut risquer d'être dans un peu, je vais pas dire de l'harcèlement, mais le commercial un peu lourd. Vraiment, il faut se poser la question, est-ce que mon prospect va lire mon message sur ce canal? Est-ce qu'on va vraiment pouvoir faire suivre un schéma de prospection complet si j'adresse un message par mail, sur LinkedIn ou pas? C'est ces questions-là qu'il faut se poser vraiment pour savoir si on est sur le bon canal d'acquisition ou si on est en train vraiment de dégrader l'image de marque de notre entreprise à envoyer 5-6 messages pour rien. Et pour ça, pour comment optimiser ces campagnes, moi, ce que je préconise, et par exemple, les listes et les autres outils aussi nous permettent de le faire, c'est de l'A/B testing. Aujourd'hui, avec l'A/B testing, on peut clairement voir sur des petits échantillons, toujours commencer sur des petits échantillons, avoir des retours conséquents pour se dire, bah, c'est de manière assez bête et méchante, hein. Si sur un canal, j'ai 20% de taux d'ouverture et 4% de taux de réponse, et sur la séquence B, j'ai 70% et 15% de taux de réponse, bah forcément, on bombarde sur la séquence B. Et c'est pour ça que je conseillerais à toute personne qui débute dans l'automatisation de ne pas se dire, j'ai 1000 contacts, j'envoie le message à 1000 contacts et je vois comment ça se passe. Testez des petites audiences, justement, en multicanal ou en omnicanal, si pour vous, vous avez défini que votre prospect est plus présent sur l'un de ces canaux. Et ensuite, une fois que vous avez des retours assez conséquents grâce aux KPIs, ben là, vous pouvez justement réorienter votre stratégie pour aller vers la formule qui fonctionne véritablement et, euh, et faire évoluer vos campagnes. Un autre point aussi que je dis souvent aux entreprises qu'on accompagne, c'est que les campagnes peuvent être évolutives. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez défini une campagne de prospection qu'elle est lancée qu'il faut juste attendre les résultats, c'est-à-dire les réponses, etc. Non, justement par rapport à ce que vous voyez comme réponse et l'analyse des KPIs, vous pouvez modifier des objets. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu les messages dans votre séquence, vous pouvez modifier des messages parce que par exemple, vous pouvez vous rendre compte au fur et à mesure que vous avez eu des réponses où le CTA en fait n'était pas si clair que ça. Donc vraiment, une campagne peut être évolutive. C'est comme ça qu'on l'optimise au fur et à mesure. Et, euh, et dans l'esprit d'optimisation Oui. par rapport aux campagnes, euh, quel KPI toi tu regardes ben, justement, et comment est-ce que tu réagis ou comment est-ce que tu ajustes par rapport à ces KPI-là pour optimiser un maximum tes campagnes de Yes. prospection? Bah alors, au niveau des KPIs, alors nous, on regarde vraiment des KPIs assez simples, mais qui en disent déjà beaucoup. Premièrement, bah, le basique, le taux d'ouverture. Voilà, si on a une campagne de 300 personnes, mais qu'on a que 30% de taux d'ouverture, malheureusement, il n'y a que 100 personnes qui auront lu le message. Donc, au début, on va se poser ces questions-là. Pourquoi on a un taux d'ouverture aussi faible, par exemple? Et on va regarder par rapport forcément à l'objet. Est-ce qu'il est trop long? Est-ce il attise vraiment la curiosité? Parce que le but, c'est ça, hein, c'est qu'aujourd'hui, que l'objet attise la curiosité pour que la personne clique sur le mail ou ouvre notre message LinkedIn, donc les premières phrases. Aujourd'hui, c'est le taux d'ouverture, première chose. Ensuite, le deuxième point qu'on va regarder forcément, ça va être le taux de réponse. Le taux de réponse peut nous faire comprendre que notre message peut-être est trop long, n'est pas assez clair, que la proposition de valeur n'est pas assez pertinente, ou que justement le call to action de fin de message ne donne pas justement cet effet dynamique au prospect de répondre directement. Le troisième point qu'on va regarder aussi, c'est le taux de clic. Alors, taux de clic, pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on couple trois actions. Les trois actions principales qu'on couple, c'est le mailing, LinkedIn et le phoning. Aujourd'hui, on a remarqué, nous, que dans nos campagnes, principalement, des personnes qui ne nous répondaient pas, en effet. Mais Ouais. par contre, lorsqu'on les appelait, parce qu'on avait vu que, par exemple, ils avaient cliqué sur un lien qu'on avait mis à l'intérieur du mail, que ce soit le site internet ou autre, et ben en fait, ces personnes, parfois, avaient juste une question. Mais aujourd'hui, on sait que c'est très engageant pour un décideur de répondre à un commercial, parce que souvent, il se dit, bon, ben, une fois que je lui réponds, il va plus me lâcher. Et donc, parfois, passer un petit coup de fil, ça décante une question que le décideur avait, et du coup, il est plus ouvert pour un rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est vraiment ces trois KPIs-là que nous, on regarde principalement pour vraiment essayer d'améliorer notre campagne. C'est le taux d'ouverture, le taux de clic et potentiellement, et bien évidemment, pardon, le taux de réponse. Et tantôt, tu parlais du CRM. Mhm. Là, j'ai une question par rapport à ça. C'est comment bien structurer son CRM quand on fait la prospection, parce qu'on sait très bien que cette partie-là, c'est celle qui est peut-être le plus négligée, parce que là, on a des réponses, etc.
à travers toutes les campagnes qu'on fait? Bah alors, moi, ça va reprendre ce que j'avais dit vraiment au tout départ, c'est-à-dire l'objectif ou les objectifs des différentes campagnes qu'ils vont avoir. Bah ça va nous permettre aujourd'hui de savoir aussi comment structurer les étapes de son pipe sur le CRM. Parce qu'aujourd'hui, selon l'objectif de la campagne, eh ben, on va mener des actions différentes sur le CRM. Le CRM aujourd'hui, les commerciaux doivent vraiment comprendre que c'est pas c'est ce que je voyais moi au départ quand j'étais commercial, c'était vraiment une tâche administrative. C'était vraiment, je voyais ça comme quelque chose de lourd, faut tout renseigner, toute la vie, le parcours du prospect, etc. À quoi ça va me servir véritablement? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui sert véritablement parce que ça nous permet justement de savoir quoi faire face à tel prospect. Donc aujourd'hui, selon l'objectif que vous avez de vos différentes campagnes, bien définir dans quelle case va se trouver votre prospect au fur et à mesure. Ça peut être tout simplement une opportunité qui se transforme en rendez-vous de découverte. Découverte, on passe à la négociation. Négociation, on passe au closing. Là, je fais vraiment quelque chose de très simple, mais bon, en général, ils sont quand même assez étendus. Et justement, à chaque étape que va avoir le prospect, il faut qu'il y ait une action qui soit déjà bien définie. C'est-à-dire, ben, c'est pas, je l'ai mis dans telle case. Aujourd'hui, là, je vais envoyer une offre. Bon, ben, j'attends de voir quand est-ce qu'il va me répondre. Non. Ouais. C'est, je vais envoyer une offre. Dans mon pipe, soit j'ai déjà redéfini une date pour pouvoir parler de l'offre que je lui ai envoyée pour pouvoir justement soit entrer en négociation ou démarrer. Et du coup, mettre ces petites automatisations que nous permettent les CRM comme PipeDrive, de nous dire, bah, aujourd'hui, vous avez passé ce prospect dans telle case, ça génère directement une automatisation pour dire que, je sais pas, dans une semaine, envoie-lui un message pour savoir où ça en est au niveau de l'offre, pour ne jamais perdre le fil, en fait, de vie du prospect. Donc, catégoriser les actions à mener selon l'état d'avancée du prospect jusqu'au terme de client, parce qu'il faut savoir aussi que nos meilleurs prospects sont nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un client qui est déjà chez toi a beaucoup plus confiance pour acheter un nouveau produit. Donc, il faut continuer à mettre des actions en place pour suivre la relation client. Et aujourd'hui, avec le nombre de clients qu'une entreprise peut avoir, ça va être très dur à faire. Et le CRM est là pour ça, en fait. Pour justement donner des rappels de bah, tel prospect, ce serait bien de faire soit un rendez-vous, soit un point d'étape, etc. Toutes les 2 semaines, tous les 1 mois, tous les 2 mois, selon le Ouais. produit, le service que l'on vend. Et surtout, bien renseigner les fiches de contact. C'est-à-dire juste mettre le nom, prénom, numéro de téléphone ou mail d'un prospect, c'est pas forcément le plus optimisé. Même aussi au niveau de l'entreprise, on va mettre tous les détails que l'on peut avoir dessus parce que le CRM aussi peut nous permettre de faire ensuite des actions marketing. Sauf que les actions marketing, elles vont être pertinentes si on a des prospects qui sont bien catégorisés, soit par l'avancée, soit par leur avancée dans le pipe, ou soit par les informations qu'on a d'eux dans le CRM. Et on va pouvoir faire des actions marketing par rapport à ça, ou des actions de phoning aussi, des actions terrain qui peuvent être menées. Mais si le CRM n'est pas bien organisé, on va taper un peu partout et n'importe comment, et on va Ouais. vite se retrouver avec des résultats qui sont assez mitigés. Et quand on a des résultats mitigés, souvent on se dit quoi? Ça marche pas. Alors qu'en fait, non, c'était juste pas optimisé. Donc, gardez en tête que c'est le parcours de vie d'un prospect, mais c'est aussi le parcours de vie d'un client. Et ça peut nous permettre de vendre, mais comme faire de l'upsell aussi lorsque le prospect est passé client. Et donc, peut-être l'avant-dernière question ici, c'est voilà, quand on reçoit des réponses ou qu'on les traite, mais que faire de ceux qui ne répondent pas? Est-ce que toi, de ton côté, tu leur fais, tu leur tapes un petit coup de fil ou plutôt tu fais une séquence de nurturing par après? Comment est-ce que tu gères ça? C'est ça, la fameuse question des prospects qui n'ont pas répondu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les remet dans une séquence? C'est un petit peu la question qu'on se pose à chaque fois. Moi, je dirais que c'est aussi sur l'état d'esprit que l'entreprise a actuellement. Sinon, vous avez fait une séquence de prospection et imaginons de 5 interactions entre mail et messages LinkedIn, peu importe, et que vous avez vraiment eu 0 réponse. Là, le but, ça va être aussi de se poser les questions pourquoi, du comment. Et là, les KPIs aussi peuvent intervenir. Un prospect à qui vous avez envoyé 4 mails, il a ouvert les 4 mails, mais il n'a pas répondu. Est-ce que Ouais, le remettre dans une séquence de prospection où vous allez lui renvoyer des mails, c'est pertinent? Peut-être pas à ce moment-là. Nous, ce que l'on fait, par exemple, forcément, les prospects qui ne nous ont pas répondu, première KPI, le taux de clic. Le taux de clic, ceux qui ont cliqué sur un lien, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du démarchage plutôt téléphonique à ce moment-là pour essayer de décanter la situation en direct. Si la personne n'a pas été à l'aise pour pouvoir nous répondre directement de manière digitale, peut-être qu'un coup de fil va nous permettre de décanter la situation. Et c'est là que des outils de base de données comme Faro ou autres, hein, qui existent bien évidemment, peuvent nous permettre d'avoir justement les numéros de téléphone euh, pour pouvoir contacter directement le décideur. ouais, Deuxième point, pardon, une fois qu'on a catégorisé ceux qu'on va passer en phoning, ça va être voilà un petit peu de faire du nurturing. Donc analyser, pareil, ceux qui ont eu un haut taux d'ouverture de nos différents messages. Aujourd'hui, des gens qui sont sur une séquence où ils ont ouvert aucun de nos messages, ouais, nous on considère qu'aujourd'hui on va les appeler directement parce que soit
ils ne sont pas sur leur adresse mail. Et du coup, là, on a mal fait notre travail en amont de se dire, ben, ces personnes-là, on va les contacter par mail. Mais en fait, non, ils sont quasiment jamais sur leur adresse mail. Donc, de comprendre la situation. Ben, bonjour, je vous ai envoyé plusieurs mails. Je voulais juste comprendre, est-ce que vous avez eu le temps de les lire ou peut-être que vous étiez trop occupé, vous êtes dans un moment de rush dans votre activité, etc. Ça aussi, ça peut être bon pour comprendre aussi sa cible qui va nous expliquer, ah ben non, moi les mails, je les traite que le soir, et je vous avoue que moi je traite que les mails en interne de mon entreprise, donc tout ce qui est externe, moi je classe en spam ou je classe en corbeille. Ah ben on sait que dans cette catégorie de décideurs, les mails, c'est mort, ça ne sert strictement à rien. Donc en dehors du fait de remener des actions sur ceux qui n'ont pas répondu, ça peut nous permettre aussi de comprendre pourquoi ils n'ont pas répondu, et du coup ne pas faire la même erreur sur les prochaines bases de données qu'on va constituer et les mails ou les messages qu'on va leur transmettre. Donc ceux qui répondent pas, soit on les classe pour mener des actions de phoning, soit on les met dans d'autres actions, donc on va les remettre dans une campagne, mais totalement orientée différent. C'est-à-dire qu'on va peut-être chercher un autre objectif dans cette campagne-là que plutôt un rendez-vous parce que là, ça n'a pas fonctionné. Et le troisième cas, c'est que nous, on va aussi passer des actions de phoning, mais cette fois-ci plus pour comprendre. C'est-à-dire que si on a un faible taux d'ouverture à ce moment-là, ben, comprendre pourquoi il y a ce faible taux d'ouverture sur cette cible-là, pour que sur les prochaines campagnes, justement, on puisse optimiser et surtout avoir moins de prospects qui ne répondent pas ou qui n'ouvrent pas les mails, comme tu as dit précédemment. Parfait. Et une toute petite dernière question ici pour cette première partie. Moi, Est-ce que tu as quelques méthodes peut-être un peu innovantes de prospection à nous partager qui sortent un petit peu de de ce l'ordinaire, voilà, et que tu as testé? bah, pour être totalement transparent avec toi, on en a testé une récemment, qui sont les présentations personnalisées. Alors pour être totalement honnête, hein, c'est quelque chose que j'ai découvert par intermédiaire de Jordan Truchet. Donc voilà, j'ai pas m'attribué cette innovation, mais en fait, ce sont des présentations personnalisées qui sont faites sur Google Slide. Et on a testé ça, alors pas pour nous, pour être totalement transparent, mais pour des clients. Où en fait, dans cette présentation, tu vas avoir bah, des éléments forcément commun à toutes les présentations, mais à des moments, il va y avoir des choses qui vont changer. Ça va être bah, le nom, le prénom de l'entreprise, et des informations que tu peux en sortir pertinentes s'ils font une levée de fonds, s'ils sont en train de recruter, s'ils ont fait un certain chiffre d'affaires, le logo, etc. Et en fait, le fait d'avoir ce sentiment qu'une personne t'a fait une présentation uniquement pour toi, et ben en fait, ça change la donne. Et pour être assez transparent avec toi, on l'a fait récemment pour l'un de nos clients, où on a eu un taux de clic de 46% sur ces présentations. Où aujourd'hui, on avait des taux de clics qui étaient beaucoup moins élevés lorsqu'on mettait juste le lien vers une présentation extérieure ou vers le site internet. Ça nous a vraiment permis de pouvoir augmenter la conversion et les gens se sentent engagés. Aujourd'hui, on le sait, les personnes aiment parler d'elles, aiment être au centre de l'intérêt. C'est un comportement un peu naturel que beaucoup de personnes ont. Et le fait de leur donner une présentation personnalisée, où dès l'entrée de la présentation, ils voient le nom de l'entreprise et leur nom à eux, ça attise la curiosité. Donc aujourd'hui, c'est une méthode qu'on vient de tester, qui aujourd'hui, je pense, peut porter ses fruits sur beaucoup de secteurs d'activité, parce que on a vu les vidéos personnalisées, on a vu les images personnalisées, et les présentations personnalisées, on n'avait jamais testé, et les premiers tests sont très 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 concluants. Donc pour ceux qui sont curieux de ça, Jordan Truchet a simplement fait une vidéo où il explique pas à pas comment réaliser ces présentations. Donc je conseille vivement d'aller voir cette vidéo. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. On va passer à la deuxième partie Merci beaucoup. de l'émission. Donc, si je vais te poser des petites questions courtes. La première, c'est quel est le meilleur conseil en sales qu'on t'ait donné? Meilleur conseil, alors vraiment très basique, hein, ça c'est dans ma vie de commercial, c'est la préparation, toujours préparer. Quand je dis préparer, c'est connaître sa cible, pourquoi c'est notre cible, c'est aussi une question à se poser. Les rendez-vous de découverte également, toujours le préparer. On m'a toujours dit que la préparation te permettait d'enlever beaucoup de stress, pardon. Parce que quand tu as déjà le fil conducteur de ta prospection, le fil conducteur de ton rendez-vous de découverte, et ben en fait, ça te permet d'avoir une oreille beaucoup plus active parce que tu es beaucoup plus posé dans le fait de la maîtrise de ton rendez-vous et ça te permet d'avoir une oreille beaucoup plus attentive pour pouvoir poser des questions pertinentes par la suite. La préparation. Et, et le pire conseil? Le pire conseil. Le pire conseil, je dirais que le pire conseil que j'ai pu avoir, c'est quelqu'un qui m'a dit, et j'y ai cru, c'est bon, ça va signer. En lui racontant mon rendez-vous, la suite de mon rendez-vous, comment ça s'est passé, ouais, c'est sûr, ça va signer. Je connais bien ce type d'entreprise, ça va signer. Et du coup, on prend un petit peu la confiance, on dit ouais, c'est bon, c'est sûr, ça va signer. Et puis on le met dans le pipe, on le met quasiment en closing. Et puis lorsque ton chef des ventes te pose la question, bah alors le contrat il est signé, etc. Tu dis ah ben j'ai passé un petit coup de fil au client et puis en fait il dit non non non, j'ai jamais donné de principe, d'accord de principe, etc. Donc ne jamais se fier au, je dirais, au ressenti.
toujours ce truc factuel. L'outil indispensable pour un sales. Bah alors, comme je disais tout à l'heure, je suis pas fan d'administratif, mais je dirais le CRM. Parce qu'aujourd'hui, sinon, on se perd et on sait pas on sait pas où on va. Et si on sait pas où on va, c'est très compliqué de pouvoir closer. Et ta plus grosse erreur en tant que commercial. Ma plus grosse erreur en tant que commercial, je dirais d'avoir de trop compter sur ses acquis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que commercial, on doit toujours être dans l'évolution des performances, des actualités. Aujourd'hui, on le sait très bien, le monde du commerce change énormément, notamment grâce au digital, aux nouveaux outils qui sortent quasiment quotidiennement. C'est d'être resté sur mes acquis. Pour moi, il faut toujours se former et toujours essayer d'apprendre des autres. Donc, ne pas hésiter à voir les autres comme des confrères et pas des concurrents, se renseigner sur comment eux ils fonctionnent, partager aussi ses expériences pour pouvoir toujours évoluer au niveau de sa mentalité et à la fois de ses compétences. Ce que tu détestes le plus en sales. L'administratif. L'administratif, c'est clair. Est-ce que tu as un livre ou un podcast à recommander? Livre ou podcast à recommander? Alors moi, j'ai pas de livres qui ont forcément, ou podcasts ou vidéos qui ont changé ma vie ou ma perception des choses d'un coup, d'un seul, mais un qui m'a beaucoup aidé, après l'avoir lu beaucoup de fois, qui est très connu, c'est Comment se faire des amis, tout simplement. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué sur les méthodes qui visent l'intérieur. Où au début, j'étais très sceptique. Et en me forçant à les utiliser, je me suis rendu compte que, en fait, oui, ça marchait dans la réalité. Donc, c'est un livre assez banal, très court, pas très long à lire. Pour ceux qui ont l'occasion, je vous conseille de le lire. Est-ce que tu as 3 personnes que je dois absolument inviter ici sur l'émission? Anis Moaldi, fondateur d'Escali, qui fait des posts vraiment très pertinents que je vois assez souvent. Bon, je l'ai cité tout à l'heure, sans qu'il soit sponsorisé, mais Jordan Truchet, où je trouve aussi qu'il donne des astuces pertinentes. Et dans le même cas, Gabriel, pardon, Gourovic, qui sur LinkedIn, en tout cas, je trouve, met du contenu très pertinent. Bah, je te remercie, Brian, pour ton temps. Peut-être une petite dernière question pour ceux qui veulent te contacter et Oui. qui ont vu l'émission. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, Evolnet, ça s'écrit comme ça se prononce, Evolnet. On est présent sur LinkedIn, forcément, notre site internet également. Nous sommes là pour accompagner les entreprises en recherche d'accélération commerciale sur 2 volets, mettre en place une stratégie commerciale et un plan d'action précis par rapport à leurs objectifs, ou externaliser la partie opérationnelle s'ils n'ont pas les moyens matériels ou humains pour justement appliquer les plans d'action qu'on leur a préconisés. Donc, si vous souhaitez nous poser des questions, LinkedIn, mais également notre site internet. Bah, parfait. Donc, je mettrai les liens en description. Donc, en tout cas, Brian, je te remercie pour ton temps, pour tes conseils précieux. Et on se dit à très bientôt alors. À très bientôt. Salut. Beaucoup.